vraiment aujourd'hui avec un très grand plaisir qu'on est en votre compagnie, Gilles Le Gardinier, pour votre nouveau roman Le secret de la cité sans soleil aux éditions Flammarion. Et je ne vais pas gâcher du tout, mais j'aimerais bien qu'on commence par la fin de votre livre, vous inquiétez pas. C'est simplement l'amour que vous avez exprimé quand vous avez écrit ce livre. Vous vous adressez au lecteur. Et franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Est-ce qu'on peut en parler déjà ou est-ce que c'est trop tôt? Non, c'est gentil. Après, cette espèce de chapitre que j'ai été le premier à faire et où je m'adresse à la fin de l'histoire en redevenant moi-même au lecteur, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et le seul livre pour lequel je ne l'ai pas fait, c'est celui-là. Et je le fais donc 30 ans après l'avoir écrit et ça prend une dimension qui est effectivement particulière et je vous remercie de l'avoir lu. Oui, non, parce que pour moi, c'est important. Ça montre aussi que ça doit maturer une histoire. Hein. C'est impressionnant, 30 ans, et puis on y retourne ou on laisse tomber, on a peur, on présente à des gens, ça leur plaît pas, et puis faut être aussi son propre critique, hein, finalement, quoi. Alors, c'est pas tant l'histoire, j'en étais sûr, et c'est ce qui m'a déjà poussé à la rééditer en la réécrivant. Par contre, c'était mon niveau de travail. Quand vous faites un métier, quand vous avez débuté et quand vous travaillez maintenant, vous êtes forcément meilleur que vous ne l'étiez au début. Et je pense qu'à l'époque, si l'histoire était déjà très bonne, peut-être que j'étais en tous les cas moins bon pour arriver à l'écrire comme je le rêvais. Et aujourd'hui, j'espère être moins mauvais. Et du coup, il y avait quelque chose de très profond, de très pur à vouloir la remettre aujourd'hui au niveau de ce que je suis aujourd'hui. Ça vous dérange pas? Moi, je reste un petit peu là-dessus. Comment on est capable de dire j'ai une bonne histoire, mais je sais que j'arrive pas encore bien à l'exprimer. Ça doit être Alors, c'est une très frustrant, bonne non? question. C'est une très très bonne question, Romain. Vous savez, j'ai toujours travaillé dans le cinéma. Ouais. J'ai travaillé sur un peu plus de 2000 histoires qui n'étaient pas les miennes. Et j'ai affûté mon regard, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis, bah, vous le savez, vous avez eu la gentillesse de le sous-entendre là. Quand ça vibre à l'intérieur, quand ça fonctionne, eh ben, vous savez que c'est bon. Vous pouvez pas toujours l'expliquer, mais vous pouvez le ressentir. Et je savais que l'histoire était bonne, je savais que la qualité du récit était intéressante. Après, sur la technique, exactement comme quand vous êtes adolescent et que vous vous lancez sur un stade, vous dites là, j'aurais pu mieux courir si j'avais eu plus de cuisses. Et ben là, c'est la même chose. Et du coup, il faut le temps d'apprendre, il faut le temps d'avoir le courage de se dire qu'on doit progresser, il faut avoir le recul pour se dire ça c'était bien ou ça c'était moins bien pour passer à l'étape d'après. Et j'en suis là aujourd'hui. Voilà, alors on va rentrer un petit peu plus dans le concret. C'est toujours la question classique, mais si je vous demandais de présenter un petit peu cette histoire, justement. Alors merci de me laisser la main là-dessus parce qu'il y a tellement de Voilà. surprises en fait que c'est très bien de ne pas déflorer. C'est l'histoire de deux potes dont l'un vit dans un monde un peu secret et pas l'autre. Ils ont en commun l'enfance et l'affection. Et un attentat va les précipiter ensemble dans la même situation. Et l'un va être obligé de découvrir le monde et l'autre ne sera pas capable de s'en sortir sans l'aide de celui sur qui il s'appuie. Comme toujours dans mes histoires, c'est l'histoire d'un individu qui découvre quelque chose du monde ou de lui-même qu'il ne surmontera pas sans l'aide des autres. Et alors après, ça se passe de nos jours en France dans un site extraordinaire qu'est le château de Montségur, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler différemment. Et j'espère vraiment, je crois vraiment sincèrement, c'est une des choses qui m'a poussé à porter quelque chose de neuf au sujet des cathares et des templiers, qui est un sujet rebattu. Voilà. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de nom pour votre héros. Hein. Si j'ai bien fait attention, non Oui, ou... c'est quelque chose que je voulais. Alors moi, D'abord je par... pensais, je me permets juste, Gilles, je vais faire un rapport avec le cinéma. C'est Mon nom est personne, où c'est un personnage comme ça, qui s'appelle Personne, et qui observe aussi. Là, c'est aussi un observateur dans votre roman. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Excusez-moi de vous avoir coupé. Voilà. Ah non, le parallèle me va complètement. Alors même si c'est la première fois qu'on fait ce parallèle-là, mais Oui, en je tous les sais. cas, il me va complètement. Merci beaucoup. Donc, du coup, pourquoi pas de nom au personnage? À la fois parce que j'écris à la première personne et que c'était mon premier roman, et que j'avais pas du tout envie qu'on pense que c'était une espèce de délire mégalomaniaque. Donc je m'efface toujours derrière mes personnages, que ce soit une jeune fille, que ce soit un vieux monsieur, que ce soit un adolescent. Je suis pas là pour ramener ma fraise quand le lecteur lit et j'aime bien pouvoir être vraiment en retrait. Donc là, je voyais pas comment le nommer, c'était mon premier bouquin, je voyais pas comment le nommer, donc je ne l'ai pas nommé, ce qui est devenu un exercice de style, hein, c'est pas évident, hein. Et puis c'est intéressant pour l'histoire finalement, parce qu'on va découvrir, alors vous m'arrêterez si on va trop loin, mais qu'il est le chef quelque part d'une équipe,
qui gère justement toute cette équipe. Et c'est intéressant de ne pas lui donner de nom, parce que du coup, est-ce qu'on rentre un peu dans le monde de l'espionnage? Est-ce qu'on ne doit pas savoir qui c'est? Ou... Après, on projette des tas de choses au fur et à mesure du développement de l'intrigue. Hein. Alors, complètement, l'idée, c'était de le dessiner en creux. Et plus parce que les autres en disent ou sa réaction par rapport aux autres que par vraiment une description factuelle où on a toujours tendance à trop charger. Histoire ambitieuse, on va dire, parce que finalement, si je résume, c'est la lutte du bien contre le mal, et ça se passe dans un endroit où justement l'histoire avec un grand H a été importante aussi. Alors ouais, la lutte, les méchants contre les gentils ou la lutte du bien contre le mal, c'est toujours très manichéen pour moi. Il y a de la nuance partout. Mais en l'occurrence, on est dans un registre d'aventure, on est dans un registre très centré sur un tandem d'individus qui se battent pour de bonnes causes. Donc on simplifie toujours un peu en les amenant du bon côté. Il est évident que si on élargissait le spectre, on aurait plus de nuances que ça. Ça n'est pas l'endroit. On est vraiment sur un livre de suspense, d'aventure et d'humanité. Mais pour le coup, après, le lieu dont on parle, qui est Montségur, est effectivement un concentré d'histoire. Et la chose qui m'a passionné, moi, quand j'ai découvert cet endroit-là, c'est que tout ce qu'on pourra écrire dessus, tout ce que des mauvais scénaristes ou des mauvais romanciers essaieront d'accrocher sur ce mythe-là, sera toujours moins fort que la réalité. Alors justement, parlez-nous du château de Montségur, du coup. Alors déjà, il faut que je vous parle de la façon dont je l'ai découvert, parce qu'à l'époque, je travaillais dans un studio de cinéma au nord de Londres, et les gens qui travaillaient, les scientifiques qui travaillaient pour des fondations très sérieuses, hein, ça pouvait être des très très grosses fondations liées à des entreprises tout à fait, enfin il n'y avait rien de secret là-dedans, euh, venaient nous voir pour avoir du matériel, qu'on leur prête du matériel pour filmer en sous-marin, en souterrain, dans des endroits qui étaient très difficiles d'accès, avec des conditions techniques impossibles. Et à l'époque, il n'y avait ni les GoPro, il n'y avait pas les téléphones, on ne filmait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. C'est pas si vieux que ça, mais ça a beaucoup évolué. Et moi, qui étais déjà très curieux, même si j'étais à l'époque en pyrotechnie, c'est-à-dire je passais mon temps à mettre du feu et à faire exploser des choses, j'essayais toujours de leur proposer d'accompagner le matériel pour voir comment ils travaillaient et ce à quoi ils avaient accès. Et ça m'a permis de visiter des lieux qui ne se visitent pas dans des conditions absolument impossibles, avec des gens extrêmement compétents qui de temps en temps me racontaient. J'apprenais énormément, je me documentais beaucoup, c'était génial. Et c'est comme ça que j'ai découvert le château de Montségur. Et je suis tombé absolument fou de ce site qui est juste historiquement passionnant et géographiquement extraordinaire. Et à cette époque-là, alors que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire, le sentiment était tellement fort que je me suis dit, mais il faut que j'arrive à faire partager, un peu comme le héros avec son adjoint, cette espèce de découverte dans laquelle on m'a emmené. Et c'est de là qu'est né ce livre. Alors, vous me dites encore une fois, on va découvrir que l'intrigue se passe dans une cité souterraine, et c'est un bonheur. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous faites découvrir, et je pense que vous venez du monde du cinéma, et que moi je me permets, mais je pense à Indiana Jones, je pense qu'on peut faire une référence à ça, parce que surtout l'avant-dernier avec les Templiers, parce que voilà, on est en plein dedans, c'est des découvertes de bâtiments. Comment vous avez créé toute cette ville, ou est-ce qu'il y a des écrits qui ont existé, comme vous disiez, que vous avez fait des tonnes de recherches en plus, hein. Alors, comme toujours pour mes bouquins, même si ça se passe dans une boulangerie, je me documente. J'aime bien savoir de quoi je parle. Et puis, j'aime bien respecter le quotidien des gens pour qui c'est une réalité. Donc, j'ai pas envie de trahir l'histoire. Alors après, mon rôle, c'est d'être romancier, c'est pas d'être documentariste. Donc, en fait, sur la base de faits qui me fascinent, j'invente, je prolonge, mais toujours dans une espèce de cohérence par rapport à ce qui pourrait être une réalité. C'est vraiment important pour moi. Pour moi, les bonnes histoires, même imaginaires, elles deviennent vraiment bonnes quand vous commencez à pouvoir vous dire que c'est vrai. Mhm. Et du coup, les méchants, je trouve qu'ils sont intéressants aussi, parce que quand on va les rencontrer, ils ont aussi leur justification, comme on dit, hein, si on prend leur côté. Et, voilà, comment vous les avez abordés aussi? Alors, les méchants, j'aime pas dire les méchants, ça fait gamin, mais voilà, quoi. Ben, dans le monde, que ce soit dans votre vie quotidienne ou même en politique, comme on le voit en ce moment, il y a toujours des intérêts antagonistes. Les gens agissent toujours pour des raisons qui ne vont pas vous correspondre. Et en fait, pour moi, c'est pas les bons et les méchants, c'est pour moi, j'ai tendance à diviser le monde de façon un peu, pas manichéenne, mais assez claire. Pour moi, il y a les affectifs qui ont la capacité de penser à d'autres gens qu'eux-mêmes. Et vous avez des conquérants, des égoïstes, vous appelez ça comme vous voulez, qui en fait ne pensent qu'à leur intérêt immédiat. Ça, aujourd'hui, on le voit, hein,
ceux qui continuent à utiliser la Terre comme un grenier infini au mépris des générations futures, aujourd'hui, ça paraît réducteur de dire qu'ils sont méchants, mais pour moi, c'est des crétins. Et puis ceux qui commencent à se dire que il faut apprendre des erreurs du passé et qu'il faut mettre en commun les ressources pour avancer, survivre et permettre qu'on ait tous un avenir, même ceux qui n'ont pas le même avis que nous, ceux-là, pour moi, sont ceux qu'il faut suivre. Alors, gentils, méchants, j'ai pas la tentation de les classifier comme ça. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut faire la différence entre ceux qui voient plus loin que leur intérêt immédiat et ceux qui voient leur intérêt immédiat. Ce que je trouve passionnant, et je vais me permettre de lire un petit extrait de votre roman, si vous voulez bien, c'est votre réflexion sur l'histoire, avec un grand H. Je dis comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on confonde avec l'histoire du... Et ça me convient parfaitement. Je vous cite un petit peu, hein, mais voilà. Nous connaissons l'histoire, elle nous montre des héros et des lâches, des vainqueurs et des vaincus, elle ment. L'histoire de ce monde n'est faite que des milliards d'actions de milliards d'hommes et de femmes, avec leur grandeur, leur bassesse, leur peur, leur courage. Ils et elles sont à la fois les héros et les lâches, les grands et les médiocres, chacun à leur heure. N'essayez pas d'écrire l'histoire, elle serait fausse. Et je trouve que ça ouvre un large éventail de réflexion aussi, quoi, parce qu'il y a des événements qui sont bien situés, et parfois il faut chercher le contexte, je pense aussi, c'est ça. Complètement. Faut toujours... la puissance de la vie ne se résume pas à quelques phrases bien senties par des gens qui cherchent à la présenter sous un jour qui les arrange. Et du coup, est-ce que quand on écrit une histoire d'action aussi, hein, quand même, mais de mettre du sérieux comme ça, c'est important pour vous, j'imagine. Ah, mais même quand j'écris des comédies, il y a du sérieux. C'est-à-dire que même quand je fais des pages où effectivement je me fais rire moi-même en les écrivant, il y a toujours un fond de réalité, de quelque chose qui est... je n'écris sur les choses qui pour moi sont vitales. Ça, c'est très clair. Mais moi, je reviens à l'histoire, je trouve assez passionnant quand vous parlez de la découverte de l'Amérique et qu'on serait parti de La Rochelle. Et ça m'assied aussi, ça. Mais est-ce qu'il faut, ça remet des tas de choses en cause. Vous imaginez bien, je sais pas, vous rencontrez des historiens, vous leur dites, mais attendez, là, vous avez dit ça, mais bon, c'est pas, il y a tout à remettre à plat, quoi, finalement. Alors, je ne sais pas s'il faut tout remettre à plat, mais en tous les cas, il faut de l'intelligence par rapport à tout. On nous offre toujours des raccourcis. Il est de notoriété publique que de toute façon, les Vikings ont probablement tapé l'Amérique avant nous. Aujourd'hui, c'est difficile de dire le contraire. Alors, on essaie, pour des raisons souvent politiques, de simplifier les choses et de les ramener à ce qui nous arrange. Mais moi, je suis là pour raconter une histoire, pour essayer d'ouvrir le cœur et l'esprit des gens à des choses qui moi-même m'ont fasciné, sans que j'ai la moindre prétention à définir qui a raison, qui a tort. Mon job, c'est pas de donner les réponses, c'est de poser les questions. Et à cet endroit-là, une histoire est toujours la bonne chose. J'ai tendance à dire de plus en plus que j'écris des fables. Donc il n'y a pas de leçon à donner. Je ne suis pas quelqu'un qui va asséner des vérités. Ça, c'est le boulot des historiens. Après, les historiens ont suffisamment de travail entre eux en n'étant pas d'accord, sans que des gens aussi modestes que moi viennent perturber leur jeu. Laissons les professionnels gérer ça entre eux. Mais Oui, pour le coup, le fait est qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il y a des doutes raisonnables sur les solutions simplistes qu'on nous a toujours vendues. voilà, mais on vient vous voir quand même. Je veux dire, la théorie pour construire des pyramides, tout ça, je trouve ça, mais c'est absolument génial. Comment il y a des questions que de gosses, depuis qu'on est gosse, on se les pose aussi quand même, quoi. Et c'est assez génial, non, d'aborder ces sujets. Ça me touche beaucoup parce que je me retrouve complètement là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, c'est des fascinations, des interrogations et des espoirs que j'ai effectivement depuis que je suis gamin. Parce que dès que vous avez connaissance de ça, honnêtement, soit vous êtes un légume complet, soit ça vous intéresse et vous avez envie d'aller voir. Exactement. Vous êtes allé sur place dans des choses comme ça, ou du coup, ou pas? Alors, encore une fois, le château de Montségur, hein, moi je reviens à ça, et c'est une question très bête. Elle existe cette cité en dessous du château ou pas? Alors, j'ai pas les moyens de vous répondre. Le fait est qu'il y a Voilà, la parce que région j'étais est voir un... le site, il y a rien Ouais, d'indiqué. Hein. complètement. Alors, le château de Montségur, je connais très bien. Je l'ai escaladé sur tous les côtés. Le petit sentier qui est faisable humainement, mais par les sentiers enfin par les côtés qui sont aussi beaucoup moins accessibles. La région est un gruyère de grottes. Ça a toujours été un repère pour les gens qui étaient pourchassés, les contrebandiers, les criminels. Il y a vraiment des grottes naturelles un petit peu partout. Et il est évident qu'historiquement, la plupart des gens qui étaient dans le château n'ont pas été attrapés quand le château a été pris. Donc le doute est légitime et étant donné l'activité et l'importance qu'avait le château, même si aujourd'hui, à ce jour, mais on cherche toujours les salles secrètes dans les pyramides, hein, si à ce jour on n'a pas la réponse, logiquement, il y a quand même quelque chose en dessous. Ouais. Ça vous donne envie d'y retourner encore, même après avoir écrit le livre?
sorti le livre. Ah oui, bien sûr. Mais Ouais, vous savez, j'ai écrit ce livre il y a un bon moment ouais. et jamais la passion de ce lieu ne m'a quitté. Et à chaque fois que je peux, j'y vais, j'y retourne, j'y ai emmené des classes d'élèves, j'y ai emmené des copains, j'y ai emmené ma famille. J'adore ça. C'est génial, hein, parce que ça, je me permets, je fais des émissions où on se balade et des fois on tombe sur des sites abandonnés et on projette comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est Complètement, passé. C'est assez génial. complètement. Mais bon, là, je suis dans le perso. Ça sera dans une de mes dernières questions, Gilles, mais est-ce qu'on peut parler aussi du thème de la passation avec, ou de la transmission dans votre livre? Parce que le héros écrit un bouquin ou un carnet, quoi, qui donnera à quelqu'un, comme ça on ne va pas trop dévoiler. Et il y a aussi, encore une fois, cette notion d'histoire avec un grand H, comment on transmet cette histoire, quoi. C'est même pas une notion d'histoire pour moi, Romain. C'est une histoire d'humanité. C'est Mhm. une question d'humanité. Je pense que quand on apprend dans nos métiers, dans toutes nos activités, on apprend à faire des choses mieux qu'au début et on développe des talents. Et je crois que c'est vraiment important que, au-delà de nos intérêts et de l'image qu'on veut donner, ce qui n'a pas d'importance, mais je crois qu'il faut, la force de notre espèce, c'est savoir se transmettre pour éviter que les suivants retombent dans les pièges des précédents. On ne le fait pas assez aujourd'hui. On a souvent l'impression qu'on redémarre de zéro. Moi, il y a des tas de questions auxquelles j'aurais voulu avoir la réponse quand j'étais jeune. Mhm. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est ce qui me fait écrire ces derniers chapitres vis-à-vis des lecteurs. Mhm. C'est ce qui me fait parler aussi librement avec les gens que je rencontre. C'est quelque chose pour moi, la transmission qui ne doit pas être sacralisée, qui doit être vraiment un mode de vie. Bah, ma toute dernière question, le livre est sorti, est-ce que c'est un aboutissement? Est-ce que vous avez été ému quelque part? Parce que, comme encore une fois, je reviens au fait que c'était très important ce livre pour vous, quoi. Je suis toujours ému de ce que les gens en font. C'est-à-dire ce qui me bouleverse, ce qui me touche, c'est quand des gens, aujourd'hui, nous parlons de cette histoire que moi je porte depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, quand des gens viennent me voir en rencontre et qui me disent ah, je m'attendais pas à lire ça de vous et j'ai adoré, ça m'a entraîné ailleurs et ça m'a donné envie d'aller voir. J'en suis même à mon deuxième lecteur qui a posé un week-end pour aller voir mon Ségur, mais Je je suis pense que, fou de ouais, bonheur. Je suis fou de bonheur. C'est la vie, c'est la vraie vie, ça. voilà. Toute vraiment dernière question, est-ce que vous envisageriez une suite ou pas, du coup, avec ces personnages? Non, Parce que, non? non, ma réponse elle est catégorique. Je ferai pas de suite, Romain. Ouais. Parce que en fait, pour moi, j'aime surprendre les gens avec des histoires. Mon prochain roman sera une comédie. Celui d'après sera un policier, une comédie policière. J'aime pas faire les mêmes choses et j'ai vraiment envie de surprendre les gens, les emmener à des endroits où ils seront bien avec moi, mais où ils s'attendent pas à aller. Donc non, j'aime pas la notion de suite. D'accord. Bah, écoutez, Gilles, je vous remercie. Je cite à nouveau le titre de votre roman, Le secret de la cité sans soleil, aux éditions Flammarion. C'est vraiment, bah, c'est pas du faillotage, mais c'est un plaisir de lecture. Il y a de l'aventure, mais il y a de la réflexion aussi, et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, Gilles. Merci infiniment, Romain. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.